Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, un numéro que nous consacrerons ce soir au dossier américain. Le président et désormais ex-candidat du Parti démocrate a jeté l'éponge en plongeant le pays et le monde entier dans une certaine forme d'incertitude vis-à-vis des marchés, des investisseurs, du monde de l'énergie, mais surtout des partenaires de Washington, à commencer par l'Europe et la Chine. Le marché attend maintenant les données du PIB américain pour le deuxième trimestre prévu jeudi, ainsi que les données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi. Les investisseurs se concentreront également sur les commentaires du patron de la Fed, Jérôme Powell, à l'issue de la réunion des 30 et 31 juillet prochains. Les marchés monétaires tablant sur une baisse de 25 points de base des taux de la Fed d'ici septembre. Et quelles seront les autres conséquences du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche sur l'économie mondiale et américaine? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour aborder cette thématique ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi une brochette d'experts dans le monde de l'économie, à commencer par vous, Ashraf Lahidi. Vous êtes expert international en marché financier. Vous êtes en direct avec nous depuis Londres. Bonsoir, monsieur Lahidi. Quel plaisir de vous avoir sur mon plateau. Bonsoir, Karakoum, Khair. Merci. Mireille Zeki, journaliste économique pour Blick, sera quant à elle avec nous dans un tout petit instant, en direct à partir de Genève. Sofiane Rerbaoui, journaliste et économiste, est également avec nous depuis Paris. Bonsoir Sofiane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux deux autres invités et bonsoir aussi à tous les spectateurs. Merci. Et enfin, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1, sera également avec nous dans quelques instants en direct depuis Marseille. On va directement commencer ce débat avec vous, Ashraf Lahidi. Alors, y a-t-il déjà des conséquences économiques à redouter quant au retrait de Joe Biden de la présidentielle, ou est-ce que tout va pour le mieux pour l'économie américaine au demeurant? Un démocrate remplacera un autre. Oui, bonsoir. Je pense que le fait que maintenant que les démocrates ont une chance crédible, après the attempt ou l'attente d'attentat, on a pensé que les chances de la victoire des républicains seront énormes. Mais après les derniers speeches de Kamala Harris, après le backing énorme que Kamala Harris a reçu de Wall Street et de Hollywood, et après son speech fulgurant hier, je pense que les chances maintenant vont devenir 50-50. Alors, les conséquences économiques ou dans la bourse, je pense que dans le côté secteur, les compagnies qui favorisent the energy alternative. Oui, les énergies alternatives, oui. Oui, l'énergie solaire, où elle va continuer the Inflation Reduction Act, la loi sur la réduction de l'inflation, qui va favoriser les compagnies de solar power, et une compagnie qui sera vainqueur ou avec Trump ou avec Harris sera la compagnie Tesla. Parce que M. Elon Musk, il a de très grandes priorités et des affaires avec Trump, mais quand on sait que les démocrates, ils vont favoriser la continuation de réduire l'énergie pétrolière et véhicules normaux, et ça va aider la compagnie Tesla. Malgré que le prix des actions de Tesla ont chuté aujourd'hui, je pense que ça sera une très bonne opportunité de prendre, parce que Tesla n'est pas seulement
une compagnie dans l'énergie solaire ou dans l'énergie alternative, Oui. mais dans l'artificial intelligence. Très bien, Sharaf El-Haïdi, merci pour cette entrée en matière. Même question pour vous, Nazim Sini, y a-t-il des conséquences économiques à redouter de ce retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche? Écoutez, pour l'instant, les marchés semblent plutôt bien réagir, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais je voulais, si vous le voulez bien, rappeler le bilan de Joe Biden à la tête de 4 années à la plus haute magistrature du pays. Donc il a quand même un bilan assez solide, parce que quand on regarde les chiffres de plus près, vous avez un taux de chômage qui est autour de 4%, un taux d'inflation qui a été ramené aux alentours de 3%, et puis une croissance économique qui va osciller en 2024, d'après les prévisions du FMI et de la Banque mondiale, aux alentours de 2,8, 2,9. On peut même espérer se rapprocher des 3%. Et puis aussi, il faut dire que Joe Biden a hérité d'une pandémie mondiale, puisque son élection qui est intervenue en 2020, en plein contexte Covid, il a plutôt bien géré la reprise économique aux États-Unis, avec notamment un plan de plus de 200 milliards de dollars en matière d'infrastructure, qu'on estime être l'un des plus importants de ces 10 dernières années. Il a fait voter, Nazim Sini, un plan XXL, rappelez-vous, au Congrès de 1900 milliards de dollars qui prévoyait l'envoi de chèques de 90 millions à 90 millions d'Américains. Exactement, tout à fait. Ça, c'est pour le volet social, puisqu'aussi il a permis un soutien aux vétérans. Vous savez, ça fait partie de l'ADN des Américains, le soutien aux anciens vétérans de guerre. Et puis, il a élargi aussi le programme d'aide médicale aux couches les plus paupérisées. Et puis aussi, faut pas oublier qu'il y a eu d'ailleurs, mon collègue le disait à l'instant, le fameux Inflation Reduction Act, l'IRA, doté de près de 370 milliards de dollars, qui va faire la part belle aux industries vertes. Donc, c'est quand même de très bons chiffres. En revanche, sur le volet international, c'est là où je trouve que Joe Biden a eu un véritable échec. Notamment, vous vous souvenez, ces images du retrait des troupes américaines en Afghanistan, qui ont fait un véritable scandale, où on voyait le tarmac de Kaboul complètement à l'abandon, avec des réfugiés qui ont envahi les avions militaires américain, et puis surtout son échec à arrêter le génocide à Gaza depuis maintenant près de 8 mois. Ça aussi, c'est à mettre à l'œuvre de Joe Biden. Sur le plan politique, Tout à fait, sur le plan politique. Mais pour en revenir plus concrètement sur le plan économique, vous savez, on assiste de plus en plus à une décorrélation entre la politique américaine et la situation des marchés. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'économie américaine est plus sensible à une déclaration d'un responsable de la Fed ou de la SEC, qui est l'autorité des marchés, plutôt qu'un président américain. Il faut juste savoir, et je finirai là-dessus, c'est que vous savez que d'un point de vue, on va dire, historique, les républicains ont toujours été business friendly avec les acteurs économiques. Mais je pense que Kamala Harris, si elle est amenée à être élue, va être dans la continuité de son prédécesseur, donc avec un plan de soutien aux entreprises, un plan de réindustrialisation, mais aussi un plan social de plus en plus important. Très bien, merci Nazim Sini. Sofiane Rerbaoui, même question. Quelles pourraient être, au demeurant, les menaces sur l'économie mondiale et américaine de ce retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche? Alors, vous savez, l'économie, c'est un peu comme la météo. Il y a ce qu'on appelle les températures et il y a le ressenti, puis il y a la réalité des chiffres. Il y a un récent sondage qui nous apprend que 56% des Américains pensent que leur pays est en récession. La moitié des sondés affirment que le chômage a augmenté depuis 50 ans. Et quasiment autant soutient que la bourse a plongé. Ce qui est complètement faux, et comme l'ont si bien dit mes collègues, le taux de chômage il est à 3,7%, c'est-à-dire un des taux les plus bas depuis, c'est le niveau historiquement le plus bas, si je ne me trompe pas. L'indice Dow Jones de la bourse de New York, qui est quand même l'un des plus importants, a progressé à peu près de 8% depuis janvier, ce qui est énorme. L'inflation n'a pas dérapé depuis 2 ans et elle a même ralenti ces derniers mois. Le problème pour Biden, c'est qu'il n'arrive pas à capitaliser sur ces résultats-là. Maintenant, si on prend un peu Kamala Harris et Trump, ils ont 2 points de divergence. Le premier, c'est le traitement de l'immigration. Il y a un qui considère que l'immigration est un atout
pour l'économie américaine, donc c'est la démocrate. Et alors que Trump, lui, il est pour renvoyer 11 millions de migrants illégaux, à peu près, des États-Unis. Parce qu'il dit que l'argent qui sert pour les migrants, eh bien, on pourrait le mettre ailleurs. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... On l'a vu, il ne l'a pas fait durant les 4 premières années passées au bureau ovale. Bon, il a beaucoup menacé de renvoyer, oui. Oui, parce que c'est plus compliqué à faire. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Le deuxième point, c'est par rapport à l'impôt. Aujourd'hui, ils ont à peu près, c'est-à-dire que Kamala Harris, qui fait quand même partie de l'aile gauche des démocrates, est pour une taxation un peu plus forte des grandes entreprises et des plus fortunés. Alors que Trump, lui, plaide pour un abaissement des impôts. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 25. Lui, il voudrait passer à 20, voire à 15. Donc, c'est les points d'achoppement pour les deux programmes. Le souci, c'est que Biden n'ayant pas pu capitaliser sur les bons résultats économiques, la problématique qui se pose à Kamala Harris aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas revendiquer cet héritage pour elle-même. Parce que son problème, c'est qu'elle a été effacée pendant toute la durée de la présidence de Biden. On l'a très peu vue. Et sur un point sur lequel elle était, je dirais, mandatée pour travailler, c'était sur l'immigration. Oui. Et aujourd'hui, par contre, il y a un point... Rapidement, Sofiane Radbaoui, oui. Il y a un point sur les deux sont d'accord, c'est le protectionnisme. C'est-à-dire que ce soit Kamala Harris ou Trump, tous les deux sont pour un protectionnisme renforcé au niveau des États-Unis. C'est-à-dire introduire des taxes pour les produits importés, appliquer une préférence nationale, même si le mot n'est pas aussi juste que ça. Oui, voilà. Notamment pour l'économie américaine. Voilà, c'est-à-dire relocalisation des travaux et surtout, ils veulent, c'est-à-dire American First, voilà, comme ils disent. Et tous les taxes qui sont passés dernièrement, c'est des textes qui vont dans ce sens-là. Très bien, merci Sofiane Radbaoui. Même si on l'attend toujours, bien entendu, le programme économique de Kamala Harris, qui n'est toujours pas candidate officiellement, elle n'a pas été investie par le Parti démocrate. Miret Zeki, vous venez de nous rejoindre à partir de Genève. Merci d'être avec nous, Miret. Merci beaucoup. Alors Miret Zeki, même question pour vous que pour vos prédécesseurs. Selon vous, est-ce qu'il y a des conséquences économiques envisageables sur l'économie mondiale et américaine par rapport à ce retrait de Joe Biden? Alors tout d'abord, quelques mots sur le bilan de Joe Biden. C'est d'abord par rapport à sa promesse de taxer les personnes ultra riches. Elle avait déjà été faite dans sa campagne précédente, sa première campagne présidentielle, et il n'avait pas donné suite. Donc souvenez-vous qu'il regardait les personnes dans le public en face et qu'il leur disait « Attention, je vais venir vous taxer, vous les ultra riches ». Donc c'était très démagogique. Ça n'a jamais été fait. Il est reparti en campagne sur le même thème. Donc quelle crédibilité est-ce que lui ou le Parti démocrate peut encore avoir sur ce thème après un mandat entier où ça n'a pas du tout été réalisé? Là-dessus, je serais donc prudente par rapport au fait de distinguer entre les démocrates et les républicains, parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme les États-Unis, il est devenu très difficile de taxer les très grandes fortunes, qui effectivement, leur taux effectif, il est de 23%, les 400 familles les plus riches, c'est-à-dire inférieur aux 50% les plus pauvres qui payent 24,5-25%. Donc ça, c'est un défi. Biden a échoué à le faire dans son premier mandat. Il n'allait certainement pas mieux, ou Kamala Harris ne va pas certainement pas mieux réussir à le faire dans un deuxième ou 10e mandat, parce que c'est politiquement très très difficile à obtenir. Ensuite, pour ce qui est de l'inflation et du taux de chômage, les États-Unis ne dépendent pas d'un président ou d'un autre aujourd'hui, et parce qu'il y a une inertie dans les statistiques américaines qui font que le taux de chômage, le taux de participation à l'emploi, il est de toute façon très bas. Si vous affichez un taux de chômage très bas, de 3%, quelque chose d'assez idéal comme ça, il ne faut pas se fier à ces statistiques comme ça à première vue, parce que vous avez beaucoup d'inactifs, c'est-à-dire des chômeurs de long terme découragés,
qui participent pas au marché du travail, et ces inactifs, ils sont pas dans les statistiques. Donc, il y a des sites qui recalculent le taux de chômage véritable si on intégrait toutes ces personnes sorties des statistiques, et on arrivera à 20%. Et ça, c'est la même chose depuis des années. Et c'est pas Biden qui a amélioré ce problème, parce que il y a cette inertie, cette évolution dans le marché du travail américain. Ensuite, pour l'inflation, elle est aussi plus élevée que ne le laissent paraître les statistiques qui la mettent à 3%. Parce que si vous intégrez vraiment tout ce qui monte, les prix de l'énergie, les prix des logements, qui sont très très sous-estimés dans la méthode de calcul de l'inflation américaine, vous arrivez à des taux d'inflation bien supérieurs en réalité. Et ça, c'est le problème des Américains. C'est pour ça que des arguments de quelqu'un comme Trump qui dit « Moi, je vais contrôler l'immigration pour pas que vous ayez des gens qui viennent vous piquer votre travail. Je vais vous baisser vos impôts. » Eh ben, pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité de l'emploi, ça parle beaucoup plus. Et aujourd'hui, si on est démocrate, on est face à un vrai problème de comment on peut avoir un discours attrayant pour l'électorat américain. Parce que si on dit qu'on est toujours très ouvert à l'immigration, eh bien, qu'est-ce que cette immigration, elle prélève sur les coûts de la sécurité sociale? Qu'est-ce qu'elle prélève sur les emplois? Est-ce que les entreprises vont pouvoir toujours intégrer tous ces emplois? Qu'est-ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle, la place qu'elle va prendre, etc. Beaucoup de gens sont très insécurisés pour leurs emplois aujourd'hui aux États-Unis, et quel que soit le candidat, démocrate ou républicain, c'est plus des arguments à la Trump qui vont parler à la majorité. Donc du populisme économique, si je comprends bien, Mirette Zaki. Et je suis d'accord avec l'interlocuteur précédent qui a dit que les marchés financiers, de leur côté, ils dépendent pas des candidats. La vérité, c'est que Biden prend le crédit pour la hausse des marchés, alors que c'est très largement la Banque centrale américaine qui a fait monter ces marchés très massivement en 2020. Quand il y a eu la pandémie du Covid, il y a eu des 5 000 milliards qui ont été injectés dans les marchés par la Fed et qui ont boosté le marché américain, et des courtiers ont estimé que ça a doublé la hausse de l'indice par rapport à ce qu'il aurait vraiment fait, par rapport à sa vraie performance s'il n'avait pas reçu ces injections. Très bien. Et donc, on a surtout une Fed qui commande les marchés. Très bien, une Fed qui commande les marchés. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un expert en marché financier, Ashraf El Haïdi. Quels commentaires feriez-vous sur les constats justement faits par Mirette Zeki par rapport à cet aspect de contrôle des marchés financiers? On sait bien qu'ils n'obéissent pas à un candidat ou à un autre, mais la politique choisie par les démocrates et les républicains n'est pas la même, elle n'est pas ressentie de la même manière par les marchés financiers américains, avant de parler des marchés financiers européens et asiatiques. Oui, il y a quelque chose qui s'appelle the Trump trade. The Trump trade. Quelle est l'action financière dans la bourse automatique réflexive après la victoire de Trump? Alors, si on va assumer qu'il va lever les tarifs, il va réduire les taxes, les impôts, ça va favoriser les actions, le stock market, la bourse, mais ça va causer ça va empirer l'état de la dette. Très bien. Et je pense que l'état de la dette, il va empirer ou avec les politiques de dépenses de Biden ou de Trump. Alors, the debt deficit, ça va empirer. Mais il y a quelque chose que notre collègue a dit, que les deux parties favorisent les tarifs. Il faut être un peu plus sophistiqué là, parce que avec les démocrates, c'est plutôt qu'ils vont viser les compagnies technologiques qui continuent à avoir des relations très proches avec la Chine. Oui, notamment pour des questions de matières premières. De matières premières, par exemple, on a vu une chute dans les compagnies de semiconductors, parce qu'il y avait un statement où il y avait une déclaration qu'ils allaient punir ces compagnies qui continuent à faire des projets avec la Chine. Mais le fait de tariffs, le grand challenge, oui, bien sûr, c'est la Banque centrale qui a le pouvoir de guider l'économie. Et ils ont réussi le challenge de baisser le taux d'inflation sans faire rentrer l'économie à une récession.
Et je pense dans l'histoire, dans les dernières 40 années, je pense qu'il y avait une fois ou deux fois où la Banque centrale a fait la transition d'une inflation au soft landing, un atterrissage normal, sans causer l'inflation. Le problème, si M. Trump il va lancer les tarifs, ça peut causer de l'inflation pendant un temps où la Banque centrale, leur priorité, c'est de réduire le taux d'intérêt. Elle l'a fait pendant pratiquement un peu plus d'une année. Oui, et il faut... ça a eu les résultats qu'on connaît. Oui, il faut que se rappeler de quelque chose. Tout le monde va vous dire que la récession a commencé en février 2020, après le Covid. Oui. Mais le ralentissage économique a commencé bien avant. Et c'est pour ça que la Fed, la Banque centrale, a commencé à réduire les taux d'intérêt, pas en mars 2020, pas en janvier 2020, mais en juillet 2019. Et c'était à cause de la guerre des affaires, de trade war, entre Trump et entre la Chine, avec les tarifs. Et il y a eu la destruction de supply chain. Oui, les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, elle était commencée à être touchée bien avant le Covid. C'est quelque chose que les journaux ne vous disent pas ça. Alors, si on va revoir une guerre de tarifs et tout ça, ça va relancer l'inflation et ça va faire rentrer l'économie mondiale dans un ralentissage. Elle est déjà dans un ralentissage. On a vu les Canadiens, la Banque centrale européenne, qu'ils ont commencé à réduire les taux d'intérêt. La Banque centrale américaine va faire la même chose en septembre. La question, est-ce qu'on va atterrir cette machine économique par réduire les taux d'intérêt sans provoquer une nouvelle récession? Et ça serait, et l'une des clés, c'est le prix de baril. Si on va voir un rebond dans le prix de baril, ça peut provoquer l'inflation en général, et ça va provoquer une guerre à two wars pour la Fed, une guerre contre la récession et une guerre contre l'inflation. On peut dire plus ou moins the soft version, le côté bas de stagflation. Stagflation, quand on a un problème de croissance et un problème de l'inflation. Très bien, merci. Merci Sharaf El Haïdy pour ces détails. Nos experts vont pouvoir les commenter, mais avant cela, allons jeter un coup d'œil sur la réaction des marchés en Europe à cette nouvelle qui a enflammé la presse du monde entier, celle du retrait de Joe Biden de la présidentielle, avant de revenir au débat. La nouvelle du retrait du président américain Joe Biden de la course à la Maison-Blanche n'est pas passée comme une lettre à la poste au niveau des places financières européennes. Au lendemain de la parution de la fameuse lettre de Biden, les actions européennes ont augmenté, rebondissant après de lourdes pertes lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs évaluaient les implications de la sortie du président Joe Biden de la course à l'élection présidentielle américaine. Le DAX a commencé la nouvelle semaine sur une note positive aujourd'hui. Le principal enjeu du marché boursier est bien sûr la campagne présidentielle américaine. Dans ce domaine, Joe Biden s'est retiré de la course. La candidate la plus prometteuse pour le remplacer est Kamala Harris. Les cartes sont en train d'être complètement redistribuées. Alors que la semaine dernière, il semblait que Donald Trump était le vainqueur certain de l'élection, les démocrates ont désormais l'élan de leur côté et les cartes sont complètement redistribuées. L'indice pan-européen Stoxx 600 gagnait 0,9% peu après l'ouverture des marchés, mettant fin à sa plus longue série de pertes depuis 9 mois. Du côté de Francfort, le DAX était en hausse de 1,1%. Alors que le prochain candidat démocrate pour le bureau ovale devra défendre le bilan économique de Biden face à Donald Trump, les incertitudes politiques aux États-Unis et les perspectives de restrictions commerciales américaines ont provoqué une chute des valeurs technologiques. Je pense que le marché s'est déjà habitué au fait que la situation était claire. Il est toujours bon pour le marché de savoir ce qui se passe. Il y a maintenant une nouvelle incertitude, car nous ne savons pas, par exemple, si de nombreux abstentionnistes iront finalement aux urnes, alors qu'avant, ils n'auraient pas voulu voter pour un candidat démocrate de plus de 80 ans.
Le retrait de Biden a créé de nouvelles incertitudes pour les marchés car il pourrait mobiliser de nombreux non-votants. Tandis que l'hypothèse de Kamala Harris comme héritière de l'investiture démocrate se précise, les interrogations sur son programme économique tiennent en haleine les bourses du monde entier. C'était donc la réaction des marchés européens à cette nouvelle du retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle. Nazim Sini, je me retourne vers vous. On l'a vu dans ce sujet signé Imen Merad. Pourquoi les marchés européens sont-ils à ce point soulagés du retrait de Joe Biden ? Écoutez, on a l'impression que les Européens s'intéressent plus que les Américains eux-mêmes à l'élection présidentielle aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que Joe Biden, avec ses problèmes... Même les Martiens, s'ils existaient, s'intéresseraient à cette élection, j'ai envie de dire. Tout à fait. Non, mais c'est ça qui est quand même assez, j'allais dire, drôle, c'est de voir que le monde entier semble s'intéresser plus que les Américains eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les États-Unis sont le phare du monde. C'est eux qui donnent le ton à l'économie mondiale. Ça reste quand même la première puissance militaire, la première puissance technologique et la première puissance économique. Même si effectivement, il y a ce fameux mur de l'endettement américain qui est extrêmement dangereux pour l'économie mondiale. Je tiens à rappeler que l'endettement frôle les 120%. On est sur 35 000 milliards de dollars d'endettement. Oui, avec une bonne partie détenue par la Chine. Exactement, et contre laquelle ils sont rentrés en guerre, enfin Trump est rentré en guerre il y a maintenant quelques années, et puis aussi vous avez un déficit public qui dépasse les 7%, quand la moyenne mondiale frôle les 3 ou 3,5%. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des bourses et des économies internationales, qui sont les premiers partenaires, surtout l'Europe, il faut se dire que la zone euro, c'est les premiers partenaires commerciaux des États-Unis, et effectivement, le fait que Joe Biden se retire, c'est limite un soulagement parce que ils avaient la certitude que Kamala Harris allait prendre le relais et c'est une candidate crédible qui va pouvoir défendre justement le bilan économique de Joe Biden. Oui, mais crédible mais sans programme économique pour l'instant. Écoutez, c'est normal parce que oui, vous avez entièrement raison, mais il lui reste encore quelques semaines devant elle pour peaufiner sa stratégie, pour peaufiner son argumentation et puis surtout pour attaquer Trump sur ses failles et ses faiblesses. Mais aujourd'hui, ce qui est clair et certain, c'est que les Européens préfèrent voir Kamala Harris à la tête des États-Unis plutôt que Donald Trump, parce qu'on sait que les relations étaient très difficiles avec l'Europe lorsque Trump était aux affaires. Et d'ailleurs, vous le voyez, les sourires de façade qu'il y avait entre le président Macron et Donald Trump n'arrivaient pas à cacher justement cette grande tension qui existait entre les deux hommes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un nouvel espoir qui renaît en Europe, de voir justement la continuité du travail qu'avait effectué Biden, ce rapprochement avec les Européens. Maintenant, la plus grande question que l'on va se poser, c'est est-ce que ce protectionnisme ne va pas peser sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe? Et ça, je vous ai dit encore une fois, quel que soit le président, on sent qu'il y a une sorte de remontée du patriotisme économique qui va forcément faire des dégâts et qui va altérer justement cette vision de la mondialisation multipolaire et multilatérale. Merci Nazim Sini pour ces détails. Je vous propose, mesdames et messieurs, de marquer une courte pause avant de revenir au débat des pros de l'écho. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, dans les pros de l'écho, où nous parlons avec nos experts depuis près d'une demi-heure des conséquences du retrait de Joe Biden de la présidentielle américaine sur l'économie américaine et mondiale. Sofiane Rerbaoui, nous parlions justement de la réaction des marchés européens. Cette Europe coincée peut-être dans un étau, on a d'un côté les dépenses militaires de soutien à l'Ukraine qui pèsent sur cette Europe depuis pratiquement 3 ans, conjuguées peut-être justement aux conséquences de l'absence de gaz russe dans le vieux continent et ce risque d'un retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Comment analyseriez-vous cette situation si jamais elle venait à se concrétiser? Alors, juste une petite précision. Le gaz russe continue. Oui, d'une autre manière. Europe, hein. Oui, bien sûr. Moins qu'avant. Moins qu'avant, parce que les Russes ont fermé aussi le robinet. Exactement. Voilà, donc les contrats qui étaient déjà en place continuent d'être honorés. Hein. Oui, mais des pays, vous serez d'accord pour dire que des pays tels que l'Allemagne ou l'Espagne ont sensiblement réduit leurs approvisionnements en gaz russe
Oui, alors les Russes restent quand même le deuxième ou troisième partenaire gazier de l'Europe. Oui. Donc, voilà. Troisième, après les États-Unis et l'Algérie, justement. Voilà, tout à fait. Donc c'est à peu près la même position qu'il avait avant la guerre en Ukraine. Hein. Donc globalement Non, ils étaient premiers avant la guerre en Ukraine. Alors, ils étaient premiers par moment. C'était très fluctuant. D'accord. Très bien. Refermons la parenthèse. Sauf que aujourd'hui, c'est-à-dire que le prix d'acheminement a augmenté par rapport au risque et donc par rapport aux dépenses. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui le gaz est payé plus cher. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, les Russes ferment et ouvrent le robinet comme ils veulent. Donc, il n'y a pas de... Alors, concernant le protectionnisme, parce que j'écoutais tout à l'heure mes chers nos débatteurs parler du protectionnisme, par exemple, par rapport à la Chine, effectivement, les droits, quand on voit les droits qui ont été augmentés, par exemple, le véhicule électrique à 100%, mais quand on sait que les exportations des véhicules électriques chinois vers les États-Unis sont très marginales, donc le fait qu'ils augmentent 100%, ça ne fera pas augmenter je dirais, les exportations, mais ça ne touchera pas vraiment la Chine sur ce domaine-là. Les Européens, pareil. Aujourd'hui, l'augmentation des taxes va concerner peut-être 4,2 ou 5% des produits exportés. Donc, ce qui fait que quand même, il reste une grande partie qui ne sera pas concernée par ce protectionnisme. Le problème des Européens aujourd'hui, c'est d'abord, ils ont une monnaie qui est trop forte. Donc, par rapport aux exportations, et il vaut mieux avoir une monnaie un peu plus faible quand on veut exporter vers un marché. Il vaut mieux que votre monnaie soit plus faible que le marché vers lequel vous exportez. Or, aujourd'hui, l'euro reste quand même beaucoup plus fort que le dollar. Ça reste une valeur refuge, une monnaie refuge. Et par rapport à toutes les problématiques que pose l'utilisation du dollar dans les transactions internationales, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent attaquer n'importe quel pays qui utiliserait sa monnaie dans des transactions commerciales avec des pays sous embargo décidés par les Américains, par exemple. Du coup, beaucoup de pays utilisent d'autres monnaies, entre autres l'euro. Oui. L'euro est moins concerné. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a le poids de l'OTAN. On ne se rend pas compte comme ça. Mais par exemple, depuis la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont repris le marché de l'armement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays européens, la plupart des pays européens se tournent vers des produits américains. Et les Américains, ils ont été très intelligents. Ils ont dit à tous les pays, donnez vos surplus militaires aux Ukrainiens et nous, on vous revendra du neuf. Donc, ça a permis d'augmenter la production industrielle américaine. Et là, l'industrie militaire, elle a pris toute sa part. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Biden a fait une chose dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'effacement de la dette des étudiants. Oui, oui. Ça a été effacé. Et ça, on l'oublie. Et ça, aujourd'hui en Europe, c'est une bulle spéculative qui est en train de monter. Oui. La dette étudiantine, même si elle n'est pas soumise à l'intérêt, parce qu'en général, c'est des prêts sans intérêt, mais c'est en train de gonfler. Il y avait aussi une bulle spéculative, justement, par rapport à la dette étudiante aux États-Unis, et qui devenait peut-être dangereuse sur les marchés. Oui, et sauf que Biden, durant son mandat, a effacé cette dette. Puisque les étudiants aujourd'hui, la plupart n'ont plus de dettes. Il y a des nouveaux prêts qui ont été établis, mais les anciennes dettes ont été effacées par rapport au Covid, entre autres. Très bien. Voilà. Et juste, je rajouterai un point. Oui. La différence fondamentale entre les... C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voyez, vous parlez tout à l'heure du programme de Kamala Harris, qu'elle n'a pas de programme. Normalement, si elle va dans les pas de Biden, elle sera dans l'obligation de continuer son programme en y rajoutant quelques nouveautés qui seront de son fait. Mais la problématique aujourd'hui aux États-Unis, c'est que nous avons une société qui est en dépression collective. Je vais vous donner un exemple. Vous savez quels sont les jobs les plus créés depuis quelques années? C'est manicure.
ensuite esthéticienne, tout ce qui est bien-être. Donc c'est les services, quelque sorte. C'est les services où les humains agissent entre eux, c'est-à-dire à l'aune de l'IA et de l'intelligence artificielle et de toute la robotisation. Les États-Unis créent le plus de jobs là où les humains interagissent entre eux. Et c'est là la question qui va se poser. Et c'est ça. Et tout à l'heure, un commentateur sur les marchés disait que c'est vrai, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ils aiment bien le risque calculé. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cette dépression collective chez les Américains fait qu'aujourd'hui, même ceux qui votaient démocrates il y a peut-être l'année dernière, cette année, on ne sait pas pour qui ils vont voter. Très bien. Et on a en face quelqu'un qui s'est donné une image messianique, qui est Trump. Quand vous voyez un peu la problématique de l'oreille, vous savez, là où il a mis un pansement, et on est sur des relents messianiques, on est sur des relents plus de la foi que de la conviction politique ou idéologique. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui au marché. On est sur de l'irrationnel. Or, les marchés n'aiment pas l'irrationnel. Très bien, merci. Même si ça veut gérer. Merci Sofiane Ralbaoui. Ired Zeki, vous en pensez quoi justement de cet aspect Sofiane Ralbaoui décrit messianique qui concerne l'incertitude qui pointe le bout de son nez peut-être sur les marchés à la fois américains, européens, avant d'aller parler de l'Asie? Alors effectivement, je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a une grosse incertitude sur un programme démocrate parce qu'il y a peu d'alternatives à un programme de protectionnisme, parce qu'on n'est plus dans une logique de globalisation, parce que les démocrates ont finalement fini par se calquer sur la politique restrictive par rapport à la Chine, et parce que finalement l'économie américaine a un petit peu épuisé ses cartouches pour la croissance malgré un vernis qui a toujours été très positif. D'un côté, on est obligé de baisser les taux parce il faut savoir qu'aujourd'hui la dette, comme le disait monsieur, comme elle a dépassé les 35 000 milliards, ça représente des charges d'intérêt de plus de 1000 milliards de dollars qui font qu'on est obligé de garder les taux bas. Donc là-dessus, peu de marge de manœuvre. Ensuite, des taux bas, ça ne fera que favoriser une poursuite de l'endettement. Et donc, on est coincé dans cette situation de taux bas. Quelles autres options on peut faire par rapport à maintenant une relance budgétaire? Là aussi, comme on a dit précédemment, la capacité d'un gouvernement aujourd'hui aux États-Unis à augmenter les impôts est devenue très faible. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Même si des discours promettent de pouvoir taxer pour remédier un peu au déficit budgétaire, ça va être très difficile. C'est quasiment impossible. Donc, pourquoi? Parce que ça risquerait de faire fuir les investisseurs? Oui, déjà, d'un État à l'autre, on a vu comment ils sont prompts à déplacer leur siège, etc. Ensuite, ils vont menacer de quitter peut-être les États-Unis. Il y aura toujours des paradis fiscaux, tels que le Delaware, qui peut-être proposeront des taux plus attractifs. C'est vrai qu'il y a toujours des niches, les Caraïbes, les Bahamas, le Delaware, la Floride. Et finalement, il y a énormément de poches d'avantages fiscaux. Et donc, on ne va pas vraiment taxer les super riches. Ça va pas. Là-dessus, il n'y a pas de marge non plus de vraie redistribution. Et donc, le protectionnisme aussi, il n'y a pas beaucoup de marge. Parce qu'il a un prix, comme on l'a déjà dit, l'inflation. D'autant que l'approvisionnement en matières premières aussi, les États-Unis ont moins de levier aujourd'hui sur les prix mondiaux du pétrole. Eux-mêmes, ils exportent du pétrole, mais c'est évidemment l'OPEP+, qui a vraiment la main sur les prix du pétrole. Et les discussions entre Biden et l'Arabie Saoudite, par exemple, on a vu qu'il a beaucoup moins de levier et ne peut pas leur demander de baisser les prix. L'Arabie Saoudite et la Russie préfèrent garder des prix toujours dans le haut de la fourchette. En jouant sur la production également. Exactement. Et là-dessus, ils se sont vraiment émancipés d'une coordination avec les États-Unis, ce qui est aussi créateur d'inflation. Mais le vrai prix du protectionnisme, peut-être on en a un petit peu parlé, c'est quoi? C'est que les grandes entreprises américaines, elles ont énormément compté sur le fait de pouvoir aussi délocaliser. Et délocaliser, ça nécessite une logique de globalisation, de libéralisation, de coopération. Si Apple a pu atteindre pratiquement 3 000 milliards de dollars de capitalisation, c'était quand même grâce au fait qu'elle a fabriqué 95% des iPhones et tablettes et smartphones en Chine. En dehors des États-Unis, en Chine, oui.
aujourd'hui, oui, ça devient très difficile. Et même de trouver des alternatives à la Chine, c'est difficile. Le Vietnam, ils n'ont pas le même savoir-faire. C'est très compliqué de relocaliser aujourd'hui le savoir-faire et la production. Et comme avait dit monsieur, on est face à une économie essentiellement de services. À 75%, le PIB est généré par du service. Et donc, on a peu de marge, peu de cartouches. Et ça veut dire que les possibilités, la palette de programmes différents est une illusion au final. Aujourd'hui, les États-Unis sont face à la nécessité de contenir la dette, mais de pas trop monter les taux d'intérêt parce qu'ils pourraient pas payer la charge, d'éviter d'avoir des politiques trop inflationnistes, de continuer quand même à dialoguer avec la Chine, de permettre qu'il n'y ait pas des blocages avec des partenaires commerciaux qui créent trop d'inflation et de devoir négocier sur les prix mondiaux du pétrole et d'autres matières premières. Voilà, ça c'est la réalité. Et on peut aussi prédire que face au rééquilibrage du reste du monde, c'est-à-dire à la montée des BRICS, le prochain président des États-Unis va affronter cette réalité. La montée d'une Arabie saoudite offensive et d'autres pays, les BRICS, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud, Brésil, Algérie, etc. C'est des économies qui vont peser, la Turquie aussi et bien d'autres. Ils vont peser le Mexique également. Il faudra que les États-Unis réussissent à normaliser finalement leur place dans l'économie mondiale, leur place dans le commerce mondial qui s'est aussi beaucoup réduite. Elle est beaucoup plus petite que ce que le dollar et sa part dans les réserves qui est tombée en dessous de 59% aujourd'hui dans les banques centrales. Tout ça, ça laisse entendre que il y a un rétrécissement de la place des États-Unis dans le monde. Le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis devra jouer avec ça, faire avec ça, composer avec ça, être quand même orienté dialogue, orienté négociation, orienté diplomatie. Ça va être l'ère du pragmatisme post-idéologique. Il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas beaucoup de choix parce qu'on discute de marge de manœuvre comme si il y avait vraiment tout un catalogue de possibilités et ce n'est plus le cas malheureusement. L'économie américaine est appelée à se détériorer ces prochaines années. J'avais parlé de la baisse du statut de dollar en tant que monnaie de référence, déjà en 2011. Ça s'est confirmé qu'on va vers un monde quand même plus multipolaire et multimonétaire dans lequel l'économie américaine devra trouver sa place, sa juste place. Très bien, merci Mirat Zaki. Ashraf El-Haïdi, peut-être justement cet aspect de Make America Great Again, comme le promet le candidat Donald Trump. Justement, Mirat Zaki vient d'évoquer cette marche vers la dédollarisation qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment grâce à une impulsion asiatique et à sa tête la Chine qui entend justement réduire le pouvoir économique commercial de la première devise au monde en misant tout simplement sur un dollar bashing pour le dire ainsi. La Chine n'a pas vraiment beaucoup d'arguments pour contrer l'hégémonie qui est encore présente, on se doit de le constater, du dollar. Est-ce que cette politique pourrait marcher si jamais Donald Trump ne trouverait pas mieux justement pour revigorer ce dollar qui est en perte de vitesse, notamment dans les transactions commerciales internationales en Asie et ailleurs? De perdre son influence, mais pas en vitesse. Il faut savoir quelque chose. La Chine ne veut pas avoir que le yuan chinois va devenir la monnaie principale. Parce que quand les États-Unis a réalisé, quand le dollar est devenu the currency of the world dans les années 70, 75, ils ont perdu le contrôle. Il faut aussi parler du fait que la Chine est en train de traverser un mal économique. Okay? Et depuis le Covid, chaque attente de se relever était pire que l'autre. La Chine est bon, je ne veux pas faire une publicité, mais j'ai dans ma chaîne de YouTube, j'ai fait un vidéo court que la Chine ne veut pas rendre leur monnaie spending currency, une monnaie de dépense. Mais ils veulent la rendre une monnaie de dette. Très bien. Est-ce que vous savez qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent à l'Argentine? À l'Argentine, elle a eu beaucoup de dettes avec la famille. Exactement, en dollars. Ouais.
Alors, la Chine a commencé à donner des yuan à l'Argentine et des crédits à l'Argentine pour repayer les dollars, les dettes de dollars, oui. et parce que la monnaie chinoise, elle fait partie de Special Drawing Right, 5 monnaies de l'FMI. Oui. Alors maintenant, la Chine est en train de travailler, l'Argentine et l'Inde et quelques pays africains, maintenant, ils sont en train de travailler très dur pour repayer leurs dettes en yuan chinois. Alors oui, on est en train de voir une transition normale, lente, du dollar, mais pas vers la Chine, mais un peu vers le yuan chinois, le dollar, l'euro, non, pas vraiment. Mais je veux parler quelque chose de l'issue de Taïwan. Oui. Le président Roosevelt a dit une fois speak softly and carry a big stick. Il faut parler doucement et porter un gros bâton. Oui. Et Biden est en train de faire le contraire. Très bien. Il est en train de parler very loud, parler très fort, mais il est en train de rien faire. Et je pense que la fin qu'ils vont rien faire à cause du Taïwan. C'est la même raison que dans les années entre 2005 et 6 et 7 et 8 et 9, chaque fois qu'il y a eu des altercations, des accrochements entre l'Inde et le Pakistan, et il y avait de panique, ça va déclencher une guerre atomique. Les États-Unis, ils étaient sûrs que rien ne se passera. Pourquoi? Parce qu'à cause des biens des États-Unis qui sont en Inde, the outsourcing, General Electric, American Express, etc. Oui. Pour les mêmes raisons des intérêts américains que rien ne s'est passé entre l'Inde et entre le Pakistan en 2002, 3, pour la même raison que rien ne se passera en Taïwan. Ils vont parler, they're going to speak loud, ils vont parler à haute voix. À haute voix, oui. Mais rien ne se passera. Mais la Chine, je pense qu'il y aura des décrochements dans l'espionnage, dans la guerre des espionnages, dans le secteur de technologie, mais ça va arrêter là. Très bien. Oui, mais je continue. Mais il faut revenir à Harris. Oui. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est qui est-ce qui va être le candidat vice presidential candidate de Harris? Le policier de Harris. Ouais. Alors, il y a 3 candidats. Mais je pense qu'il y a 2 sénateurs. Oui, cette discussion est sur l'économie, tout ça. Mais il y a un autre candidat qui s'appelle Kelly, qui est un ex-membre de la NASA. Cet homme-là, c'est le mari de Kathleen Gifford. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Gifford, c'est une sénatrice qu'il y a eu une attempt d'assassinat. Oui, une tentative d'assassinat, oui. Tentative d'assassinat en 2011. Je ne sais pas si mes collègues se rappellent de ça. Alors ça va être un très bon coup parce qu'on sait que ce qui est arrivé à Trump. Alors, Harris, elle va gagner the sympathy vote pour dire que mon candidat, M. Kelly, est marié avec une ex-sénateur, qu'elle était au point de se faire tuer dans les marches de Sénat. Et nous aussi, nous sommes des victimes de la violence politique. Et ça va être quelque chose d'énorme. Mais vraiment, il faut dire quelque chose que le speech de Kamala Harris, ça m'a rappelé le premier speech public que j'ai vu de Obama dans the Democratic Convention en 2004. Et je pense si elle va faire de tels speeches pour la 5e fois. Oui, donc faire du Obama, essayer de refaire du Obama. Ouais. Elle a le poise, elle a l'élégance, mais et elle a touché les points sensibles. Ça va être une élection, pas de Chine, ça va être une élection de social wars, classe sociale. Oui. Et comme son rôle de prosecutor, de attorney general, procureur général. Elle vise la réglementation des consumers. Elle défend les consommateurs. Oui.
elle parle de l'avortement. Et elle va continuer le Obamacare, qu'on a parlé pendant 1 heure et on n'a pas même dit l'Obamacare. Obamacare, mesdames, messieurs, ça va protéger et ça va réduire cette épidémie de opioïdes, de drogue, que c'est devenu un désastre sous la présidence de Trump. Et la prolongation de Obamacare et la protection des consumers, protection des consommateurs. Ça va gagner, je pense, ça va pouvoir gagner la guerre de classe. Très bien, Sharaf Lahidi. Donc vous faites référence au fameux programme médical d'Obama. En 1 minute, s'il vous plaît, Nazim Sini, malheureusement, le temps nous est compté. Comment ne pas parler de la relation entre les États-Unis et la Russie? Là aussi, l'économie russe qui a pas mal souffert des sanctions européennes sous impulsion américaine. Comment regarde-t-on peut-être cette élection du point de vue économique de Moscou et du Kremlin? Rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, en 30 secondes, d'abord, je voulais juste vous dire, vous savez, les États-Unis se sont construits sur une promesse qui a été faite à leurs citoyens américains, c'est celle de pouvoir rester la nation qui est la plus forte militairement, économiquement et même d'un point de vue technologique. Et aujourd'hui, ils vont tout faire pour maintenir cette promesse faite à leurs citoyens il y a de ça 2 siècles. Mais effectivement, aujourd'hui, les Russes observent ça de très près et surtout, ce qui est important, c'est ce qu'ils vont observer, c'est de voir quelle va être la position américaine par rapport au conflit russo-ukrainien. Est-ce qu'ils vont apporter un soutien militaire ou financier à l'Ukraine? Et vous verrez que ces élections vont avoir un véritable enjeu pour la fin de cette décennie qui s'annonce palpitante. Merci Nazim Sini, Sofiane Rarbaoui, Miret Zeki. J'aurais adoré vous poser la même question. Malheureusement, on fait signe à la régie que le temps de l'émission est maintenant terminé. Merci à vous, chers experts, d'avoir éclairé notre lanterne. Je rappelle, Sharaf Lahidi, expert international en marché financier. Vous étiez en direct avec nous depuis Londres. Miret Zeki, journaliste économique pour Blick. Vous étiez en direct avec nous, quant à vous, depuis Genève. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Enfin, Sofiane Rarbaoui, journaliste et économiste qui nous a honoré de sa présence à partir de Paris. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.